Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Ce titre à lui seul susciterait, ou réveillerait, chez certains le débat relatif au fameux paradoxe de l'œuf et de la poule. Tout en évitant de sombrer dans une discussion superflue concernant notre thématique, la question serait singulièrement la suivante: est-ce que c'est une saine famille qui garantit une saine enfance ou c'est tout simplement l'inverse? Face à un tel questionnement, à coup sûr, multiples et diverses seront les opinions et les positions adoptées par les uns et les autres. Une chose est certaine et point n'est besoin de la réaffirmer. L'enfance représente un moment capital, et non moins critique, dans le développement de tout être humain, au cours duquel les différents fondements, particulièrement ceux relatifs à la santé mentale et au bien-être futur, progressivement s'installent et se consolident. Maintes fois méconnus ou tout purement et simplement ignorés à dessein, certains troubles mentaux se manifestent à ce stade précoce de la vie de l'homme, pouvant engendrer de néfastes conséquences et présentant un haut risque de persister jusqu'à l'âge adulte, non seulement sur l'unique plan de la santé, mais également susceptibles de perturber d'autres sphères de la vie de l'individu. Cette méconnaissance, pouvant parfaitement être assimilée à de la négligence dans ce domaine, n'est pas l'apanage de notre époque. En effet, beaucoup de chercheurs avaient déjà eu à souligner ce triste constat selon lequel les pathologies mentales dans les premiers moments de la vie avaient été longtemps considérées comme inexistantes, raison pour laquelle elles ont été dans la plupart des cas complètement minimisées, voire carrément ignorées. Malheureusement, cette ignorance paraît non seulement avoir la peau dure, mais elle semble avoir de beaux jours devant elle. De nos jours, diverses et multiples investigations scientifiques ne cessent de conforter la thèse selon laquelle la plupart des maladies mentales surviennent effectivement au cours de l'enfance. Et d'ailleurs, certains de ces travaux n'hésitent pas à mettre également en exergue l'existence d'une corrélation entre les troubles mentaux chez l'enfant et ceux observés dans la vie de l'être humain, une fois adulte. À tout point de vue, les enfants ont constamment constitué et constituent la population la plus vulnérable concernant les troubles psychiques et diverses autres pathologies psychologiques en général. Car au cours de cette période de la vie, pour de différentes et innombrables raisons, les jeunes sujets s'expriment à peine tout en présentant généralement d'énormes difficultés pour transmettre leurs sentiments et leur mal-être. Ceci rend malencontreusement nulle toute tentative pour leur entourage d'en prendre conscience et surtout de se mettre à la recherche d'une quelconque aide. Face à cette situation, il est plus que nécessaire, voire même impérieux, que les parents, les éducateurs ainsi que les professionnels de santé, particulièrement ceux de santé primaire, prêtent attention aux symptômes pouvant être constatés chez ces derniers, tout en évitant au maximum de les étiqueter et surtout de recourir à des qualificatifs méprisants et dégradants. Au vu de diverses conséquences ordinairement observées dans ce domaine, il est très capital, pour ne pas dire bénéfique, de diagnostiquer ces pathologies le plus tôt possible, puisque plus un trouble survient à un âge précoce, plus il est fort probable qu'il finisse par se convertir en un trouble chronique avec le risque de perdurer toute la vie durant au cas où s'il ne serait pas adéquatement et précocement pris en charge. En ce sens, pour plus d'efficacité, s'impose alors cet impératif d'aider les parents et toutes les personnes étant en contact permanent avec les jeunes individus à mener à bien cette tâche ardue de détecter de bonne heure ces pathologies et de rechercher une prise en charge prompte et adéquate. Il existe, le savons-nous déjà, une large panoplie d'importants troubles mentaux, tels que les troubles neurodéveloppementaux et du comportement, les troubles anxieux et des conduites alimentaires surgissant et se développant souvent au cours de l'enfance. Il en existe également bien d'autres, à l'instar de l'autisme, sévissant exclusivement durant l'enfance. Face à ces différentes pathologies, le plus difficile est que, à quelques exceptions près, les symptômes de la plupart d'entre elles ressemblent énormément aux sentiments communément perçus et ressentis par ce collectif. En guise d'illustration, mentionnons la tristesse, la colère, la méfiance, l'excitation, l'introversion, la prise de risque, etc. Tout de même, ne perdons surtout pas de vue que la différence entre un trouble et un quelconque sentiment expérimenté réside dans l'intensité, la fréquence, la durée et la manière dont il peut non seulement perturber le cours normal de la vie et les activités quotidiennes du jeune individu, mais aussi sa capacité à provoquer une véritable et profonde souffrance. Au vu de cette laborieuse tâche de différenciation,
tous les professionnels de santé devraient observer une plus grande attention et une vigilance accrue à l'heure de déterminer quand et comment les difficultés, les sentiments et les émotions de l'enfant cessent d'être normaux pour devenir purement pathologiques. Malgré l'ampleur et la complexité de ce phénomène de la maladie dans l'enfance, reconnaissons tout de même que dans certaines régions du monde, les avancées dans ce domaine sont plus que louables, alors que dans d'autres, la situation générale laisse plus qu'à désirer. Au fait, dans la plupart des cas, l'enfant se convertit souvent en un souffre-douleur, se retrouvant ainsi fréquemment victime de négligence, de violences tant physiques que psychologiques, de malnutrition, d'abus, d'exploitation économique et sexuelle, d'abandon physique et affectif, etc. Tous ces aspects constituent des facteurs de risque pour sa santé en général, et pour sa santé mentale en particulier. C'est d'ailleurs ce sujet qui sera au centre de notre réflexion. En fait, nous sommes d'avis que pour jouir d'une enfance mentalement saine, s'impose prioritairement un impératif, celui d'avoir une famille saine. Cet ouvrage, tout en s'intéressant précisément aux différents problèmes auxquels font face les enfants, s'évertuera à scruter, et il en existe évidemment un bon nombre, certains aspects déterminants pouvant perturber l'enfant d'être mentalement équilibré et sain. En un mot, il sera question de déceler quelques éléments fondamentaux dans ce domaine et la manière la plus adéquate pour préserver une enfance saine, gage d'un âge adulte plus ou moins stable. D'entrée de jeu, pourquoi ne pas déjà avouer qu'il n'est pas du tout aisé de maîtriser et de canaliser les tenants et les aboutissants d'une enfance mentalement équilibrée. Toutefois, bien au-delà de la rudesse de cette tâche, reconnaissons qu'il y a une entité sociale qui mériterait particulièrement notre attention. Il s'agit bel et bien de la famille, laquelle joue un rôle capital et significatif dans le développement psycho-affectif de l'enfant. Plus sain sera cet environnement, plus il y aura de chances qu'il jouisse d'une croissance harmonieuse. Personnellement, nous pensons qu'il serait plus bénéfique d'accorder un intérêt particulier à la famille qui est un pilier pour tout être humain. En fait, cela revient à dire qu'une enfance se déroulant dans un contexte non toxique, une famille saine est réellement un gage pour avoir une enfance mentalement stable. Soulignons tout de même qu'eu égard à la complexité de cette thématique, il serait toutefois contre-productif de négliger une prise en charge holistique sur le plan clinique, sans oublier de compter également sur la promotion et la mise en place d'une politique et de plans d'action adéquats au niveau de différentes institutions nationales et internationales. À ce niveau, permettez-nous de souligner que le choix de ce sujet se justifie en premier lieu parce que nous avons toujours porté un intérêt spécial et accru à la thématique de l'enfance, cette étape très fragile de la vie de l'être humain et non moins décisive à son plein développement et à son équilibre psycho-affectif. En second lieu, suite à son invisibilité particulièrement sociale, le fait d'aborder les divers troubles de l'enfant pourrait contribuer à la sensibilisation tant des décideurs que de toutes les couches de la société concernant ce domaine très souvent ignoré, caractérisé par un manque criant de ressources humaines ainsi que matérielles. En d'autres termes, cet intérêt vaut tout son pesant d'or d'autant plus que, au cours de l'enfance, cette période très sensible de la vie de l'être humain, la santé physique et psychique a fondamentalement besoin de réponses rapides et adéquates afin d'éviter les dégâts irréversibles dans la vie adulte. Malheureusement, dans de nombreux pays, surtout les moins nantis, l'existence et les ressources relatives aux services psychiatriques pour enfants sont en nette inadéquation avec les demandes réelles sur le terrain. Si déjà, dans le domaine de la psychopathologie adulte, la situation laisse trop à désirer, à combien plus forte raison celui de l'enfant. Les professionnels de santé mentale et les services destinés aux soins de l'enfant se comptent du bout des doigts, s'ils ne sont pas inexistants. Et le jeune sujet se retrouve ainsi atrocement exposé aux diverses conséquences bouleversantes de divers facteurs de risque, relatifs à son environnement direct et indirect. Par-delà la rareté de services de santé mentale et de personnel qualifié, s'ajoutent également les préjugés répandus et entretenus contre les malades mentaux et leurs familles, les difficultés économiques, les inégalités socio-économiques, etc. Tous ces éléments ne font qu'accroître les répercussions sur la santé mentale de ces jeunes êtres en manque d'une solide structure psycho-affective et en pleine croissance. Selon notre point de vue, nous considérons qu'il ne faut surtout pas perdre de vue que les objectifs de la santé mentale vont bien au-delà de la seule prise en charge des troubles, puisqu'ils visent principalement le bien-être intégral de l'individu.
Compte tenu de cet aspect, nous optons et encourageons une vision thérapeutique orientée vers une intervention particulièrement globale, c'est-à-dire s'intéressant et prenant en compte le bien-être complet du sujet ainsi que ses interrelations avec son environnement. En effet, l'un des thèmes apparaissant fréquemment durant les sessions de psychothérapie se réfère aux conflits, aux relations avec les parents, à la fratrie, aux grands-parents, aux oncles et cousins, aux couples, aux enfants, bref à toute la famille. Autant les relations familiales peuvent effectivement être des facteurs déclenchant le stress, la douleur, la souffrance, autant elles peuvent se convertir en une source de force, de sentiments de sécurité, d'amour et de bonheur. Il est toujours impressionnant de constater le pouvoir enrichissant et réparateur que regorge le fait de recevoir et de donner de l'affectivité, un appui sincère, une sécurité et une protection et surtout l'appartenance et le fait de se sentir membre important de la vie d'autres personnes, fondamentalement celles considérées comme étant les plus chères. Cette observation nous a servi de prétexte pour nous intéresser de manière particulière aux relations familiales, du fait que la famille constitue le cadre où débutent et se vivent les premières leçons de la vie, l'apprentissage de premiers pas dans la connaissance de soi ainsi que de diverses aptitudes et habiletés sociales. En réalité, nous sommes ici en train de rappeler que la famille demeure le groupe social primaire au sein duquel la majorité des personnes grandissent et se développent. C'est ainsi que les expériences vécues dans la sphère familiale contribuent à appréhender la perception que chacun se fait de la vie et du monde, puisque celle-ci reste le premier endroit où l'être humain s'initie à l'établissement de saines relations, à la valorisation des autres, au développement de ses diverses habiletés et à la culture de son intelligence émotionnelle et sociale. C'est encore au sein de la famille que l'individu fait face à ses premiers défis, notamment l'apprentissage de l'amour, du partage, la saine compétition ainsi que les stratégies adéquates d'affrontement. Soulignons qu'elle est également le théâtre où il découvre les premiers obstacles, mettant à rude épreuve ses sentiments de bien-être. Au vu de tous ces aspects antérieurement évoqués, connaître le mode de fonctionnement de la famille, sans oublier ses potentialités et ses faiblesses, nous ouvre largement la porte à la connaissance de soi-même, captant au passage le pourquoi de sa forme d'être, de ses divers mécanismes ainsi que de ses complexes sentiments. En définitive, afin de mieux décrypter cette thématique, il nous paraît nécessaire tout d'abord de décortiquer certains concepts. Cette précision du cadre conceptuel permettra une bonne observation de multiples manifestations ainsi que de probables conséquences découlant de diverses pathologies minant la vie de l'enfant. Il s'agira plus précisément de déceler les troubles les plus fréquents, afin de mieux les scruter et surtout de penser à une adéquate prise en charge. Vu l'ampleur de cette tâche, il est tout à fait logique que celle-ci ne puisse se réaliser qu'à travers une réflexion multidimensionnelle sur la santé mentale, plus précisément sur les troubles les plus fréquents, l'identification de réelles souffrances psychologiques chez l'enfant, les facteurs précipitants et protecteurs de ces différentes pathologies, etc. En conséquence, il nous semble judicieux de terminer notre odyssée en faisant des propositions concrètes concernant les possibles pistes d'intervention basées sur les réalités évidentes tant de la famille que de l'enfance. Chapitre 1 – Cadre conceptuel. 1. Enfance mentalement et sainement développée. 1. Enfance saine. Bien au-delà de la satisfaction des besoins les plus élémentaires, point n'est besoin de rappeler qu'un important nombre de besoins affectifs durant l'enfance contribuent au développement d'une personnalité saine de l'être humain. Aux fins de se développer et de jouir d'une personnalité saine et équilibrée, l'enfant requiert de son environnement de solides et suffisantes conditions à son épanouissement. En réalité, s'il n'est pas impératif que tout se passe à la perfection, néanmoins il est essentiel que les conditions lui soient suffisamment favorables. À cet effet, et ce, de manière globale, certains domaines pourraient être jugés primordiaux, au regard de leur ample apport au développement psychologique d'un enfant. Parmi les éléments devant être fondamentalement observés, l'accent devrait être mis sur l'importance de se sentir en sécurité. En fait, à l'effet de bien se développer, un enfant a besoin d'évoluer dans une atmosphère apaisée et sereine où il s'estimera à l'abri de tout danger. Ceci revient à dire qu'il est capital qu'il soit dans un milieu stable et rassurant, où ses parents ou ses tuteurs seront disponibles tant physiquement que psychologiquement.
Concrètement, le milieu pourra être jugé insécurisant de diverses façons, notamment si l'enfant y subit de la maltraitance, des abus, des menaces ou de l'abandon proprement dit, etc. À ce propos, soulignons que diverses peuvent être les manières de percevoir cette indisponibilité psychologique de ses parents. Sur ce point, il y a lieu de mentionner le cas d'un parent alcoolique devenant violent verbalement ou physiquement ou d'un autre souffrant d'importants problèmes de santé mentale ou physique. Face à cette indisponibilité, il est fort probable que l'enfant dépense énormément d'énergie non seulement à s'effrayer ou à s'inquiéter, mais également à rechercher des voies et moyens pour se protéger. Ces multiples demandes feront malheureusement qu'il ne lui reste plus d'énergie, ni de temps, ni de lieu pour apprendre et pour s'épanouir. Si par malheur, s'il se retrouvait dans des milieux en butte à la violence, à la négligence ou à l'imprévisibilité, il finira par intégrer que la vie est non seulement instable, mais qu'il ne pourra pas non plus compter sur la présence, l'affection, le soutien des autres, particulièrement de ses plus proches parents. Face à une telle situation, l'enfant tentera et mettra en place, selon son tempérament et les circonstances de sa vie, diverses stratégies pour faire face à cette insécurité. Comme nous le verrons plus en avant, ces tactiques mises en œuvre demeureront probablement jusqu'à l'âge adulte. Par exemple, il aura tendance à être considérablement sensible au rejet, à l'abandon et aux moindres faits et gestes de ses proches. Il n'hésitera pas à se montrer méfiant des autres et à éviter des relations interpersonnelles, à redouter qu'une catastrophe soit imminente, avec le risque de perdre ses proches à n'importe quel moment ou d'être abandonné à tout moment, à avoir horreur de la solitude, à se sentir impuissant et victime, à ressentir une anxiété et finalement à s'habituer à l'instabilité, à la violence et à être attiré généralement de manière inconsciente par des personnes et des milieux fournissant cette même instabilité. Une autre variable à mettre en exergue est l'affectivité. Comme tout être humain, l'enfant a besoin de se sentir aimé, respecté et compris. En effet, une fois la sécurité de base assurée, ce dernier expérimente ce profond besoin de sentir aimé, respecté et estimé. Ce besoin se matérialise à travers de simples gestes tels que recevoir de ses parents de l'affection, être serré dans leurs bras, se sentir voulu par ses parents, etc. En plus, ces derniers devraient se montrer attentionnés à ses besoins, accordant de l'importance à ce tout qu'il vit et ressent, déchiffrant ses émotions et l'aidant à mieux les percevoir et les exprimer adéquatement. Dans ce domaine, subsistent de forts risques que le milieu puisse être défaillant de diverses façons, notamment le fait de s'occuper peu ou pas de l'enfant, les parents faisant passer leurs besoins en premier, ne pas être en mesure d'interpréter convenablement ses émotions, au point de les minimiser ou tout simplement de ne pas y accorder toute l'attention méritée, priver l'enfant de son droit de se sentir triste ou d'avoir peur. En fait, les défaillances profondes feront que celui-ci puisse ne pas se sentir aimé de ses parents, ne pas s'être senti désiré ou avoir l'impression d'avoir déçu les attentes de ses parents. Et tout logiquement, le risque est tel qu'il finisse par développer un sentiment de ne pas être à la hauteur ou un sentiment d'infériorité. Parfois, on observera chez lui cette croyance selon laquelle personne ne pourra vraiment l'aimer, puisqu'il n'est pas assez bon. Malheureusement, ce genre de sentiment ne disparaît pas automatiquement, par exemple, une fois parvenu à l'âge adulte, conformément à son tempérament et aux circonstances de sa vie, il n'est pas exclu qu'il puisse se forger une image de soi négative et interpréter les relations interpersonnelles de manière péjorative. Cela s'extériorisera à travers la tendance à ressentir un vide intérieur ou un manque affectif, à tisser et à entretenir des relations de dépendance affective, désirant atrocement le besoin de l'autre afin de se sentir vivre, à sacrifier carrément ses besoins pour se faire aimer et à se soumettre aux autres. Ainsi, les relations n'étant pas équitables, à la longue, ce sujet pourra nourrir de l'amertume envers les autres, particulièrement parce qu'il aura tendance à être anxieux et déprimé. Il est également possible qu'il opte à recourir à un retrait systématique, en évitant tout contact avec les autres. S'il n'est pas solitaire, il tentera d'entretenir des relations foncièrement superficielles. Un autre aspect à mettre en évidence est qu'il est crucial pour l'enfant de recevoir du support et de l'encouragement pour développer et consolider son autonomie. Nul n'ignore qu'il a nécessairement besoin des adultes de son entourage pour subvenir à ses multiples besoins. En fait, au fur et à mesure qu'ils grandissent,
il acquérera progressivement des capacités à s'occuper de lui-même. À cet effet, il aura fondamentalement besoin de plus d'espace et de temps en vue de l'apprentissage de diverses choses auxquelles il est confronté dans la vie, ainsi que de l'acquisition de nouvelles habiletés amplement indispensables à cette tâche. Ce processus requiert beaucoup de patience, particulièrement chez les parents vivant avec lui au quotidien. Combien de fois les adultes perdent patience en attendant un enfant s'habillant seul? Cela relève d'un précieux art que les parents sachent percevoir quand et comment l'aider. En fait, en le laissant se débrouiller seul, tout en démontrant une solide patience, sans toutefois oublier de renforcer ses efforts, les parents contribueront et encourageront ce petit sujet à progresser et à ne pas cesser d'acquérir de nouvelles habiletés. Cette attitude, non moins saine, boostera la croissance de son autonomie et de sa confiance en soi. Une fois adulte, cet enfant saura toujours accorder plus de temps à apprendre, sans toutefois céder à cette pression d'être parfait. Bien évidemment, il se sentira généralement en mesure de se débrouiller tout seul, en ayant des objectifs précis et jouissant d'une identité propre. À coup sûr, il sera bien différent du sujet ayant été surprotégé par ses parents, et ayant malheureusement fini par intégrer le message selon lequel le monde extérieur est plein de menaces et de dangers. En parlant de l'enfant surprotégé, celui-ci nourrit des craintes face à ses propres capacités de gérer le monde extérieur, pour la simple et bonne raison qu'il le conçoit comme étant extrêmement risqué. Et par malheur, une fois adulte, il aura tendance à se montrer craintif et anxieux vis-à-vis du monde extérieur ou des situations non familières, à souffrir de diverses phobies, notamment la peur des maladies, de conduire, d'aller dans des endroits inconnus ou éloignés de sa zone de confort, de voyager, de prendre l'avion, les ponts, etc. De nos jours, il n'est pas rare de rencontrer un bon nombre de parents faire les choses à la place de leur progéniture, soit pour l'aider, soit pour terminer plus rapidement une tâche ou pour que tout soit réalisé à la perfection, bien évidemment à leur manière. Face à un tel cas de surprotection, point n'est besoin de rappeler que les parents font passer l'enfant à côté de l'occasion non seulement d'apprendre par soi-même, mais également de développer ses propres compétences. Conséquemment, il finira par être moins performant que ses pairs dans la vie courante. En plus, suite au manque de pratique qui en découle, il souffrira d'un certain retard et cela engendrerait à coup sûr une répercussion néfaste sur son estime de soi ainsi que sur sa motivation à entreprendre ou à réaliser les choses par lui-même. Une fois à l'âge adulte, il tendra à ne pas avoir confiance en ses propres capacités, à manifester de la difficulté à se débrouiller seul, tout en faisant généralement recours à des partenaires qui prendront tout en charge. Logiquement, le gros risque ici consiste à devenir complètement dépendant d'eux. Ceci générera énormément beaucoup d'anxiété, et cette peur de l'abandon. D'autant plus qu'il se sentira généralement incapable de voler de ses propres ailes. Concernant l'enfant s'estimant victime de multiples critiques à la moindre erreur ou ayant un parent exigeant, plaçant habituellement la barre trop haute pour l'âge de ce dernier ou pour ses capacités, ce sujet assimilera qu'il est toujours impératif de faire les choses à la perfection dès la première fois. L'erreur ici est qu'il ne saura jamais, ou tout au moins difficilement, qu'apprendre requiert du temps et que tout individu jouit de cet inaliénable droit à être imparfait. Cette situation lui transmet effectivement un message négatif, à savoir qu'il n'est jamais à la hauteur. Parvenu à l'âge adulte, il fera montre d'un important manque de confiance en ses propres capacités et difficilement il acceptera et assumera ses échecs. En plus, il aura des difficultés à persévérer dans ses projets, à remettre à plus tard. Ici, c'est effectivement cette crainte de mal faire les choses qui le paralyse. Par suite, il acceptera péniblement les critiques, et pire encore, il sera à même de percevoir des critiques là où il n'y en a pas en réalité. Lui-même finira par devenir très exigeant envers lui ou les autres, à ne jamais être satisfait de lui-même ou de ses réalisations. Tout simplement puisqu'il est habité par cette idée selon laquelle ce n'est jamais assez bon. Toujours dans la même dynamique, rappelons que l'enfant a réellement besoin qu'on l'encourage à exprimer ses besoins ainsi que ses émotions. L'enfant, à l'instar de tout être humain, se caractérise par des besoins tant physiques qu'affectifs, lui servant de repère pour appréhender les divers aspects indispensables non seulement à sa survie, mais également à sa satisfaction ainsi qu'à son bonheur. Dans ce laborieux processus,
l'adulte joue un rôle capital puisque c'est lui qui l'oriente dans la reconnaissance de ses besoins les plus urgents. Tout en l'accompagnant et en l'aidant à adopter une attitude proactive, lui permettant de se lancer à la recherche de ses besoins, cet apprentissage se situe principalement à un double niveau, à savoir que l'enfant devrait parvenir à se rendre compte de l'importance de ses besoins, et en plus, atteindre une certaine responsabilité pour pouvoir s'assurer que ses besoins ne seront comblés que dans la mesure où lui-même prendra fondamentalement les choses en main. De même, tout au long de sa croissance, l'enfant s'imprègne et maîtrise progressivement la manière de reconnaître ses différentes émotions, de les nommer et de les canaliser. En prenant conscience de ses émotions et de ses sentiments, il s'arme ainsi en vue d'opérer des choix judicieux dans sa vie, lesquels devraient généralement être en adéquation avec ses besoins, ses objectifs, sa personnalité, etc. Eu égard à tout ce qui vient d'être précédemment affirmé, logiquement un enfant, n'étant pas à même de discerner ses propres émotions et besoins, aura difficilement conscience de véritables raisons de ses frustrations et de ses souffrances. En d'autres termes, il lui sera principalement compliqué de pouvoir régler les différents désagréments surgissant dans sa vie. Et plus tard, il aura tendance à nier ses émotions et ses besoins, à les comprimer au point de se limiter à faire des choix basés essentiellement sur l'aspect rationnel. C'est ainsi qu'il accomplira ce qui est supposé faire, au lieu de réaliser ce qui lui ferait vraiment du bien. En ce sens, il recourra à des réactions spontanées sans toutefois en saisir les authentiques raisons. Aussi, il ne serait pas rare que même ses propres réactions puissent lui sembler illogiques. Conséquemment, il finira par emmagasiner des frustrations ou de la tristesse. Malheureusement, la soupape finira par lâcher tôt ou tard. Dans ce cas, il lui sera amplement difficile d'établir un lien entre les événements et leur véritable détonateur. Il peut advenir que l'enfant s'adonne à ce dangereux exercice d'étouffer ses émotions. Ainsi, une fois adulte, il ne serait pas rare qu'il ait cette propension à ne pas se fier à ses intuitions, perdant carrément tout contact avec une partie de lui-même, à savoir cette boussole lui indiquant si une personne est compatible avec lui, si une situation est audacieuse, etc. Une fois cette inhibition installée, l'enfant démontrera peu ou presque pas de spontanéité et de joie de vivre. Il n'est pas exclu qu'il se sente carrément coupable dès qu'il ressent une émotion. Et cela peut effectivement engendrer de l'anxiété, des attaques de panique, suite à l'antagonisme observé entre ce que l'individu ressent au plus profond de soi-même et ce qu'on lui a appris dès le bas âge. Indubitablement, un enfant a aussi besoin d'apprendre à contenir, à bien canaliser et à exprimer ses émotions. Sur ce point, les parents devraient lui rappeler qu'appréhender ou reconnaître une émotion ne veut nécessairement pas dire l'exécuter. Il est aussi important de souligner qu'un enfant, n'ayant pas appris à s'occuper de ses propres besoins, mais plutôt dévoué à toujours mettre en priorité ceux des autres, normalisera le fait de prioriser les désirata des autres, à les supporter, au point non seulement de se responsabiliser du bonheur des autres, mais aussi de se culpabiliser de son propre bien-être ou de s'occuper de sa propre satisfaction. Dans sa vie adulte, il aura habituellement une propension à reléguer à un second plan ses propres besoins pour privilégier ceux des autres. Cela se convertira en une source d'amertume croissante au fil des années et souvent, avec divers sentiments négatifs tapis derrière l'anxiété, la dépression ou toute autre symptomatologie somatique. La plupart des temps, il sera ballotté par un conflit interne entre s'occuper de ses besoins et ceux des autres. Finalement, un bon encadrement devrait couronner tout ce long et laborieux processus. À cet effet, tout enfant a besoin de consignes claires concernant les normes et règles de son environnement, les interdits, les actions ou attitudes peu recommandables ainsi que de leurs conséquences. Il est ici question de lui inculquer des repères précis et invariables. Au vu de l'importante influence de l'adulte sur ce dernier, il est aussi indispensable qu'il y ait de la prudence et de la cohérence dans les actions posées par les parents et les grandes personnes. Devant être au courant de probables répercussions de ces actions avant d'agir, au cas où l'enfant évoluerait dans un contexte où les consignes sont claires, il serait à même de faire la part des choses entre les actions généralement appréciées et celles entraînant des conséquences néfastes. Partant de cette base, il pourra bâtir un sens éthique, des responsabilités et de l'organisation dans sa vie. Un autre aspect à souligner est relatif à l'importance pour l'enfant d'avoir une routine,
laquelle lui est nettement bénéfique puisqu'elle se convertit en un repère et en une alliée de taille, par exemple, dans l'apprentissage de l'organisation sociale. En fait, l'enfant jouissant d'une certaine routine acquiert des réflexes devant l'aider à prévoir et à contrôler les différents événements de la vie. Ceci est véritablement une source de sécurité. Il faut reconnaître que cette forme de procédé ne signifie en aucun cas l'inutilité du recours à des exceptions de temps à autre, d'autant plus que celle-ci favorise et développe sa flexibilité face à de nouvelles situations. Toujours en relation avec les exceptions à observer, il ne serait pas superflu de rappeler également l'importance de l'apprentissage de la tolérance et de la maîtrise de soi, car il n'est pas toujours possible d'avoir tout ce que l'on veut tout de suite et à tout moment. En ce sens, les parents ont cette noble responsabilité d'entraîner l'enfant à affronter et à endurer les frustrations de la vie, ainsi qu'à discerner des stratégies pour y faire face. Le tout est de lui inculquer cette résistance et des efforts à mettre en œuvre pour obtenir ce dont il a besoin, tout en n'oubliant pas de lui rappeler que dans certaines conditions, même en faisant des efforts, il arrive que l'on n'obtienne pas l'objet de ses désirs. Du fait que nous nous retrouvons sur le terrain normatif, ne perdons pas de vue que des parents trop autoritaires, trop rigides dans leurs normes, risquent d'asphyxier la spontanéité et de saper au passage l'estime de soi de l'enfant. Puisque cette manière de procéder ne lui accorde pas cette opportunité de démontrer ce dont il est capable, minant ainsi son sens de responsabilité. Cela pourrait engendrer une grande anxiété chez ce dernier. De manière concrète, cette rigidité peut s'observer dans l'horaire quotidien, dans l'évitement de toute imprévisibilité, dans une inflexibilité rejetant toute exception possible, etc. En fonction du tempérament de l'enfant, une fois adulte, il aura tendance à avoir besoin de tout contrôler pour diminuer son anxiété, de s'assurer que les choses soient prévisibles, d'autant plus qu'il n'aura pas été habitué à ce que subsistent des exceptions ou une certaine imprévisibilité. Pour se sécuriser, il aura toujours besoin d'une routine. Pouvant aussi être très rigide dans son approche des choses et des autres, il n'est pas exclu qu'il aille dans les excès contre les règles sociales ou éthiques, en faisant tout ce qui lui a été jusqu'alors interdit. Par ailleurs, il arrive souvent que certains parents s'adonnent à changer les règles et leurs conséquences d'un jour à l'autre, par exemple, le fait de punir des comportements déterminés certains jours mais les tolérer d'autres jours, ou encore des parents démontrant des difficultés à établir des limites. Ces formes de procédés finissent par provoquer des frustrations chez l'enfant qui n'aura plus aucun repère. Afin de se protéger, surtout en vue d'éviter particulièrement de se faire crier dessus, d'être critiqué, réprimandé, humilié ou violenté, il pourra opter de se faire tout transparent ou invisible, en étant tout le temps hyper vigilant, sous alerte, examinant les moindres faits et gestes de ses parents afin d'appréhender leur humeur. Par contre, d'autres enfants pourront se convertir en des sujets très turbulents, ne respectant plus les consignes, ne prenant pas les parents au sérieux simplement puisqu'ils n'ont jamais été constants. Une fois la crédibilité parentale perdue aux yeux de l'enfant, celui-ci ira jusqu'à les tester, question de palper jusqu'où vont leurs limites, leur tolérance, etc. Parvenu à l'âge adulte, il aura tendance, selon son tempérament et les circonstances de sa vie, à développer une anxiété et une crainte des autres. Percevant les autres comme étant imprévisibles, il ne saura pas toujours comment se comporter, ce qui le poussera à jouer maintes fois au caméléon, notamment en adaptant ses comportements en fonction de la personne se trouvant en face de lui. Très souvent, il adoptera et maintiendra une carapace menaçante afin qu'on le laisse tranquille, recourant à des conduites délictueuses et dépravées, défiant l'autorité et tout ce qu'elle représente. Point n'est besoin de rappeler que le développement psychomoteur, affectif et intellectuel entre la naissance et l'âge adulte, consiste en un continuum. Toutefois, les 3 premières années sont cruciales au vu de leur importance toute particulière. En fait, on comprend ici que le comportement d'un adulte dépend dans une large mesure du vécu de sa petite enfance, de l'environnement dans lequel il a grandi, de la formation et de l'éducation acquises au cours de cette étape, des traumatismes psychiques ou somatiques subis, etc. Sur ce point, il y a lieu d'affirmer que la santé mentale du jeune enfant a un grand impact sur celle de l'adolescent ou de l'adulte. C'est dans cette perspective que d'énormes efforts ont toujours été réalisés depuis plusieurs décennies
pour détecter précocement les troubles tant somatiques que psychiques en vue de potentialiser le bien-être global de l'enfant. À plusieurs points de vue, de multiples indices corroborent la thèse selon laquelle une famille jouissant d'une certaine satisfaction de vie reflète amplement la santé mentale de ses plus jeunes membres, les enfants. Le problème est que, de nos jours, la structure familiale s'est considérablement affaiblie pour diverses et multiples raisons. Cette décrépitude de la structure familiale met nécessairement en péril la santé mentale de l'enfant. Toutefois, pour mieux comprendre les pathologies découlant de cette déstructuration, il est impératif de s'intéresser particulièrement à la croissance psycho-affective de l'enfant ainsi qu'à son environnement direct, à savoir la famille. 2. Enfance et développement multiforme. Sans aucun doute, les premières années de la vie constituent une période amplement capitale pour le développement somatique et psychique de l'enfant. En effet, à la naissance, son cerveau est apte à l'établissement de différentes connexions entre neurones et à la création de réseaux neuronaux. Ceux-ci s'échafaudent sous l'influence et en réponse à d'innombrables stimulations extérieures. Sur ce point, la fonction de l'environnement et en particulier celle de la famille demeure extrêmement indispensable. Dès le bas âge, autant le sujet devrait être stimulé, autant il devrait être rassuré. C'est ainsi que ses compétences et ses potentialités s'organiseront et se mettront progressivement en place. À ce propos, soulignons que la qualité de l'interaction avec l'environnement, foncièrement avec la famille, déterminera globalement les possibilités futures d'expression de ses compétences. En effet, le mode de relation du nourrisson au monde et aux autres, comme ses capacités, peuvent être canalisés dans un sens plus ou moins favorable. Au cas où la qualité des réponses de l'entourage aux besoins de l'enfant ainsi que des liens noués par ce dernier avec sa famille serait insatisfaisante, le développement de ses compétences pourrait en prendre un coup. L'aspect positif à souligner ici est que la plasticité du cerveau humain et les possibilités de suppléance sont avantageusement et suffisamment importantes pour se permettre des réajustements futurs, bien évidemment au sein de certaines limites. Venant au monde avec un système nerveux moteur très immature, l'enfant sera vite soumis à un afflux de stimuli et de sensations avec peu de possibilités relatives aux réponses motrices. L'une des conséquences de cette situation consiste en une intense dépendance à l'égard des adultes, tandis que ses capacités cérébrales fondamentales lui permettent d'emmagasiner une quantité considérable d'informations et de développer une conscience de lui-même, favorisant ainsi sa capacité de se différencier des autres membres de sa famille et de son entourage. À tous égards, l'enfant a besoin d'une continuité relationnelle pouvant lui assurer à la fois la conscience de sa propre personnalité et une sécurité affective de base. Mais il nécessite tout autant de s'ouvrir de bonne heure à des relations différenciées complétant celles qu'il entretient avec l'objet d'attachement principal, sa mère en général. Cette double exigence correspond aux deux lignes essentielles de croissance de l'être humain présupposant que pour être autonome, ce dernier devrait se nourrir d'un apport extérieur offert par les autres, physiquement et psychologiquement, mais aussi se différencier de ceux-ci, notamment de ceux dont il est le plus proche et dont il a le plus besoin. Ceci renvoie à un paradoxe propre à l'être humain, du fait de la conscience qu'il a de lui-même comme sujet unique et différent. Certes, il ne s'agit là que d'une apparente contradiction mais qui, aux yeux de l'enfant, peut paraître comme insoluble, surtout quand celui-ci souffre d'une insécurité interne et d'une profonde dépendance affective. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.